Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Centre de recherche culture en société, le CELAT. Mon nom est Jean-François Gauvin, je suis directeur, professeur au département des sciences historiques et responsable du programme, entre autres, de muséologie à l'Université Laval. Donc, je suis bien content de vous voir tous. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous voir en différé, donc tant mieux, c'est pour ça qu'on fait ces choses-là. Je vais laisser la présentation de notre conférencière invitée internationale à Mouloud Boukala. On aime beaucoup Mouloud. Mouloud vient nous voir régulièrement à l'Université Laval. Donc, oui, donc, on est très content de te voir de nouveau. Mouloud, tu étais venu à l'automne dernier avec un autre conférencier international, donc c'est super. Pour ceux qui ne le savent pas, Mouloud est bien connu, mais Mouloud est professeur à l'École des médias de l'UQAM, anthropologue de formation. Il est maintenant titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les autoreprésentations. Il est membre du CELAT depuis de nombreuses années et aussi du Lab CMO qui est basé à l'UQAM. Et donc, je te laisse le soin de présenter notre conférencière invitée internationale d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Célia, Isabelle, Marie-Christine, pour votre accueil. Et comme j'ai mentionné, c'est toujours un plaisir de revenir à l'Université Laval. Donc, aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie avec Annabelle Isat. Quelques mots sur Annabelle. Elle est architecte diplômée par le gouvernement, DPLG, associée de l'agence ZAT&SAT et docteur en architecture de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, titulaire à l'École nationale supérieure d'architecture, l'ENSA de Montpellier. Elle est maître de conférences en théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine. Elle est également chercheure au groupe d'études et de recherche philosophie, architecture urbain, le GERPO. Elle coordonne également le domaine d'études de master habité et s'implique tant dans les enseignements théoriques que dans l'enseignement du projet architectural. Ses recherches portent sur l'évolution typologique du logement collectif et des formes urbaines qui s'y associent. Parallèlement, elle poursuit depuis sa thèse à l'EPFL sous la direction de Jacques Lucan un travail sur la composition des espaces funéraires. On lui doit notamment un ouvrage qui est ici, qui s'intitule « Naissance de la nécropole moderne, lecture d'un espace urbain au début du XIXe siècle » à Paris. Et puis, elle est également l'organisatrice d'un stimulant colloque passionnant et riche qui s'est tenu en 2022, intitulé « Sacralité, spatialité, espace de la mort et du souvenir ». Donc, bienvenue parmi nous, Annabelle. Je te cède la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend bien là? Oui. Alors, merci au CELAT pour cette invitation, dont je suis très honorée. Merci Mouloud également pour cette présentation. Du coup, les principaux éléments ont été placés. Je vais vous parler un peu de mes trois pratiques, parce que j'ai trois pratiques. Je suis architecte, effectivement, donc je pratique le projet architectural au sein de l'agence. Je suis chercheur au GERFO, où je suis référente scientifique dans un programme sur le logement qui s'appelle « Engagé pour la qualité du logement de demain », où on mène tout un regard sur la qualité de l'usage, où on essaye de quantifier, de qualifier ces questions de qualité d'usage. Et puis, parallèlement, j'enseigne également, et dans cet enseignement, j'essaie de transmettre un regard sur la fabrication du logement, l'interaction entre les acteurs du logement, et qu'on développe donc particulièrement dans un domaine de master qui s'appelle habiter. Alors, habiter entendu pas que la question du logement, mais toutes les interactions qu'il peut y avoir entre la cellule privative et la ville, les espaces publics, parce que habiter quelque part, c'est plus large que simplement se loger, c'est aussi avoir un ancrage qui est un peu plus complexe que simplement le logement. Alors, je vais poser quelques éléments du contexte de la réflexion que je vais présenter aujourd'hui. Tout d'abord, vraiment compliqué, qui amène des complexités, donc une attention particulière. C'est également dans un contexte d'hypermodernité que je vais porter mon regard. Cette hypermodernité qui peut avoir plusieurs traits, dont une atteinte à la nature, à ses ressources, des technologies parfois vécues comme étant oppressantes, et puis surtout
un impact sur les liens entre les gens et parfois des pertes de repères. Et pour l'évoquer rapidement, ce que je vais poser là, c'est dans la cellule domestique, comment est-ce qu'on arrive à observer un nouveau type d'individualisme. Alors, on le voit très clairement là je vais vous montrer trois slides du catalogue IKEA. Donc en 2012, on voit ces deux personnes, ce couple qui a priori a l'air d'être en train de communiquer, mais en réalité, on comprend que l'un est sur une console vidéo et l'autre est en train de regarder un film. Donc, ils sont dans une forme de communication qui reste relativement limitée puisqu'ils sont chacun avec un appareil nomade, individuel et donc en train de réaliser une autre activité par ailleurs. On continue à voir ça dans la déclinaison des catalogues. En 2014, un petit peu la même scène avec une famille cette fois-ci, une famille un peu éclatée puisque chacun est aussi avec son appareil nomade dans une activité différente. Alors finalement, ils sont ensemble physiquement dans l'espace, mais ils ne sont pas ensemble en train de communiquer et d'échanger puisque l'un est sur une tablette, l'autre sur l'ordinateur, le troisième sur la télé. Mais si on porte attention à ce que ça implique dans l'espace, c'est que là, on a quand même toujours un grand canapé à l'arrière-plan, un grand canapé familial. Donc, il semble potentiellement, dans le dispositif, regrouper les personnes de la famille, alors qu'au final, on voit bien que chacun est un petit peu dans des activités différentes. Et à partir de 2016, on le voit encore plus avec ce qu'on appelle le canapé unipersonnel, c'est-à-dire que IKEA comprend très bien que la notion du canapé unifamilial, où on est tous en train de regarder dans la même direction pour partager un film tous ensemble en famille, cette situation n'existe quasiment plus. Et donc, on a une fragmentation du module du canapé, c'est plus un canapé collectif, mais c'est plutôt un canapé avec plein de modules. Et ces modules vont assumer des directions et des activités différentes. Donc, en fait, on compose une sorte de grand canapé dans la pièce, mais qui a des orientations spatiales différentes, qui parlent de cette question d'individualité. Donc, ce nouveau type d'individualisme, il se voit dans l'espace de façon très, très claire, et encore plus dans cette pièce, qui est une pièce, on va dire, une pièce de la cohabitation, qui est l'espace du séjour. Donc, voilà dans quel contexte je vais vous parler. Et dans cette situation dont on a bien identifié l'impact de ces nouvelles technologies, il y a paradoxalement, et puis un petit peu en forme de rééquilibrage, un mouvement assez important de nouvelles manières de cohabiter, c'est-à-dire des gens qui ont envie de partager différemment. Donc, ça peut être des cohabitations, mais c'est aussi des recohabitations, puisqu'on voit avec la fin de la famille nucléaire classique, le père, la mère et 2 ou 3 enfants. On voit des recohabitations de familles monoparentales et parfois des recohabitations aussi de seniors. Donc, ça peut être une question qui est complètement multigénérationnelle. Et en fait, dans cette volonté de cohabitation différente, il y a la volonté d'un rapport à l'autre un peu différent. Alors, comment ça se traduit dans l'espace? Moi, l'hypothèse que je vais poser aujourd'hui, c'est que je vais poser l'hypothèse que dans le logement collectif, certaines échelles sociales sont un peu négligées. Alors, très souvent, dans des projets, on peut avoir la cellule privée, puis on passe très, très vite à quelque chose qui est de l'ordre de l'espace public, et on manque un petit peu entre les deux d'espace de voisinage, et notamment d'espace de voisinage qui est une forme de proximité un peu différente. Alors, comme fil conducteur, aujourd'hui, je vais actionner la question de la limite du partage. Qu'est-ce qu'on accepte de partager? Pourquoi? Et comment se traduit cette limite qui me paraît être un peu l'élément central qui nous permet de comprendre ces évolutions. En quoi est-ce que c'est? Alors, cette limite, elle est parfois une limite réelle et physique, mais ça peut aussi être une limite plus symbolique. Ce que je partage avec l'autre, ça peut être quelque chose qui est non physique, mais qui est pourtant très marquant. Donc aujourd'hui, je vais, pour ce faire, parler des questions des processus, c'est-à-dire comment est-ce que les différents acteurs s'imbriquent pour interagir sur le projet, mais plus particulièrement, je vais porter un regard sur le non-professionnel, c'est-à-dire l'habitant. Alors, non professionnel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité, qu'il n'y a pas de compétences, mais ça veut dire qu'il n'est pas un professionnel de la construction.
qui n'est pas un promoteur, un constructeur, un architecte ou un aménageur, donc qui n'a pas de formation spécifique à la question de l'habitation, mais qui a pour autant une connaissance qui est très intéressante. Donc, je vais plus regarder comment est-ce que cette interaction, cette compréhension de la limite au travers de l'habitant peut être intéressante, et je vais notamment parler de deux principaux modes de fabrication du logement, qui sont le logement participatif et le logement coopératif. Donc, c'est des modes qui sont en recherche d'une alternative, en fait, qui vont chercher des manières de partager différentes. Et je vais utiliser des projets qui sont un peu innovants de ce point de vue-là, c'est-à-dire qui sont motivés par le fait d'interroger différemment cette question de la limite. Alors, pour parler du projet participatif, je vais illustrer avec un exemple qui est à Montpellier, donc c'est la ville dans laquelle j'exerce. Ce n'est pas un projet de l'agence du tout. Alors, le logement participatif, quelle est la place de l'habitant? Ben, souvent, l'habitant est impliqué économiquement, c'est-à-dire que c'est lui qui s'engage financièrement pour construire le projet. C'est aussi lui qui constitue le programme, donc qui va définir le besoin, qui va dire quel type d'espace on crée, donc qui crée la commande. C'est souvent lui ou le groupe d'habitants qui va aller chercher l'architecte, et c'est également le groupe d'habitants qui va faire évoluer le projet dans sa vie, donc qui va définir les règles de vie, qui va faire vivre l'espace. Donc, dans le logement participatif, on a un habitant qui est quand même présent tout au long du processus de fabrication et qui est très, très impliqué. Dans ce projet Mascobado à Montpellier, en fait, il a été, alors physiquement, comment est-ce qu'il est constitué? Il y a deux grandes entités de part et d'autre. Au milieu, il y a une sorte de grande rue centrale qui est vraiment l'espace partagé. Donc, symboliquement et physiquement, ça va exactement dans le même sens de cet espace central qui est un espace de lien, d'interaction. Il est aussi très caractéristique parce qu'il est desservi par des coursives. Donc, les coursives, ce sont vraiment des lieux potentiellement où on peut se rencontrer, sur lesquels on a un visu sur l'espace commun. Et il y a un autre type d'espace qui est particulier à ce projet-là. Donc ça, c'est dans une des entités. Alors là, on a les coursives sur l'extérieur, le grand jardin partagé. Et puis à l'intérieur, là, on a des couloirs intérieurs aussi qui sont comme des très, très grandes terrasses superposées, donc qui permettent d'accéder au logement. Mais c'est aussi là où il y a eu la création d'un certain nombre d'espaces qui sont dédiés à des activités partagées. Donc, ce n'est pas vraiment l'espace du logement, ce n'est pas un espace privatif intime, ce n'est pas un espace complètement partagé, mais ça commence à être un niveau de partage à 2-3 familles qui donnent sur l'espace du couloir. Donc, c'est déjà une échelle de proximité intermédiaire. Donc, on a les logements, première échelle, cet espace intermédiaire qui est une deuxième échelle, puis ensuite, on a celui-là. Donc, vous voyez qu'on a déjà une gradation. On ne partage pas toujours au même nombre de personnes. On partage à la cellule familiale, la cohabitation, et puis après, il y a des degrés différents. Et ça, ces degrés différents dans l'acceptation du partage, ils sont très intéressants, mais il faut surtout que l'espace le propose et l'invite. Je parle beaucoup de cette notion d'invitation parce qu'en fait, l'espace, il est support de ces usages-là. Et s'il n'est pas agencé en permettant ces notions de partage différentes, ben finalement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si on continue de rentrer un peu plus à l'intérieur, effectivement, on voit comment ça se passe. C'est qu'entre deux logements, il y a une sorte de salon partagé. Donc, c'est un salon un peu plus grand. Et on peut imaginer y faire des activités différentes de celles de la maison. Puis surtout, ça agrandit cette notion du logement. On a l'impression qu'on a un logement qui est beaucoup plus grand parce qu'il est en plusieurs espaces différents dans lesquels on peut être avec une notion de collectivité plus ou moins forte suivant ses envies. Donc, on a vraiment le choix, en fait. On peut se mettre en retrait, mais on peut être aussi beaucoup dans le partage. Donc là, ce sont des activités qui sont à l'intérieur et on voit d'ailleurs même que jusque sous les escaliers, voilà, c'est typiquement un endroit où les gens laissent des habits trop petits ou des choses dont ils n'ont plus envie à partager avec les autres qu'une autre famille peut prendre et tout ça. Donc, il y a aussi une notion de seconde vie et de mode de consommation qui soit écologique et qui soit attentif à l'environnement et qui soit dans une forme de partage au quotidien.
Donc ça, c'est dans les espaces intérieurs. Puis dans les espaces extérieurs, bien entendu, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas avoir quand on a un logement individuel ou unifamilial, c'est-à-dire des espaces en plus, un potager, un poulailler, une épaisseur supplémentaire, enfin, des qualités supplémentaires qui sont beaucoup plus intéressantes quand elles sont mutualisées plutôt que quand elles sont privatisées. Donc, bien entendu, ce projet d'habitat participatif, il contient ces espaces parce que c'est précisément ce qu'ils veulent chercher. Ce groupe d'habitants se réunit parce qu'ils veulent mutualiser et avoir une qualité de plein d'espaces extérieurs avec des fonctions variées et qui soient gérés tous ensemble. Mais d'un autre côté, quand on regarde quelle est la conclusion, bien sûr, ce projet il est très performant sur différentes échelles de voisinage inédites avec pas mal de gradations, qui illustre bien l'idée d'une sorte de famille élargie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'idée de la famille élargie? C'est la notion de confiance, la notion de bienveillance et le sentiment de sécurité. C'est en fait ce qui permet de faire disparaître un peu cette limite physique, c'est quand on se sent bien dans cet espace et que même si on a passé la porte du logement privé, tout ce qui se passe derrière nous appartient un peu, on a un regard dessus et on s'y sent bien. Donc ça permet de faire disparaître la limite. Donc ce projet-là, il est très performant là-dessus, comme beaucoup de logements participatifs. Je ne vais pas vous en montrer plusieurs, mais je pense que vous représentez bien. Donc en fait, il est performant sur la question de la mutualisation et des règles de vie aussi. Alors voilà, ça je vais montrer. Très performant sur les règles de vie parce que ce sont les premières choses sur lesquelles les gens vont se mettre d'accord. C'est comment est-ce qu'on régule ces principes de vie. Donc là, c'est par exemple, toute une mise en place d'un dispositif autour de l'arrosage. À Montpellier, il fait très chaud et donc, on fait attention à l'eau. Et puis surtout, si on veut avoir un potager, bon voilà. Donc, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui arrose les plantes parce que si on rate un jour, ça ne marche pas. Et donc, ça remet en cause toute la production du potager. Donc, vous voyez que tout ça, ce dispositif-là qui est très intéressant, c'est régulation des règles de vie. Qui fait quoi, à quel moment? Ça, c'est une chambre, donc les chambres d'amis ou les chambres d'invités qui sont proposées. Donc, ça évite que dans chaque logement, chacun ait un espace pour les amis ou la famille, qui sont des espaces qui sont mobilisés souvent très, très peu, en fait. Et donc, le fait de le mutualiser, ça permet que cet espace-là, il ait un sens tout au long de l'année. Ça, j'y reviendrai, cette question de la récurrence de la fréquentation. Donc là, c'est intéressant, parce qu'ils ont 2-3 chambres d'amis, et puis du coup, elles sont occupées quasiment tout au long, il y a une vingtaine de logements, elles sont occupées tout au long de l'année. Mais en fait, là où c'est un peu moins performant ou un peu moins innovant, finalement, ce sont, d'ailleurs, je ne vous montrerai pas là parce que c'est très classique, les cellules de logement privatif, elles sont très standards. En fait, les habitants, quand ils ont passé la commande, ils n'ont pas vraiment demandé, ils se sont vraiment focalisés sur les espaces du partage, mais sur les cellules privatives, ils n'ont rien demandé de vraiment significativement différent. Donc ça, c'est intéressant de voir, ah tiens, là, l'architecture, elle peut proposer des choses auxquelles les habitants n'auraient pas pensé. D'où la distinction entre le professionnel et l'habitant qui a une expertise, mais qui sont un petit peu différentes. Alors, je vais continuer avec autre chose. Donc, je vais vous parler des logements coopératifs. Donc là, je vais partir en Suisse, du coup, pour cette explication. La Suisse qui a un passé assez important de logements coopératifs, avec des coopératives très anciennes et qui a aussi une culture de l'investissement, notamment dans le quartier des Grottes à Genève. Et il y a une tradition d'investir l'espace public, donc qui n'appartient pas aux habitants, mais qui est, vous voyez, là, très fleuri, très vivant, jusqu'à même, là, c'est un panneau qui est dans une petite cour, une cour totalement publique, mais qui est gérée par les habitants. Et les habitants qui disent, bon, en gros, attention, il faut respecter cet espace, il faut en prendre soin, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour le nettoyer, voilà. Ici, il n'y a ni voirie, ni concierge, juste les habitants. Et en fait, cet espace-là, il met à disposition des jeux d'enfants, un barbecue sur de l'espace qui est public. Donc, il n'appartient pas aux habitants, mais il est entretenu. Et puis surtout, il est rendu vivant par eux. Donc, ils ont cette tradition, notamment sur la ville de Genève. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de regarder un peu comment ça se passe dans ces coopératives, quelle est la dimension supplémentaire de qualité qui peut être amenée par ça. Alors, dans la coopérative, le principe va être un peu différent, c'est-à-dire que l'habitant, il est là dans le financement, il n'est pas nécessairement là dans le programme, pas tout le temps, ça dépend des coopératives.
Et puis, il n'a pas nécessairement non plus choisi ses cohabitants. C'est-à-dire, dans l'habitat participatif, très souvent, le groupe se monte parce que c'est des gens qui ont envie de vivre ensemble, donc ils se choisissent et ils définissent des règles ensemble, mais qui seront propres à ce groupe-là. Alors que dans la question coopérative, le rôle de l'architecte est un peu plus important et les habitants n'ont pas forcément un rôle tout le temps extrêmement présent, à part dans la question du financement, parce qu'ils financent pour eux. Alors, autre élément important, ça c'est une coopérative assez ancienne de Genève qui est en train d'être réhabilitée et fait assez rare. Sur le pourtour du chantier, il y a tout un travail de communication pour expliquer notamment quel est l'intérêt de cette réhabilitation, quel est l'intérêt des typologies existantes. Et alors ça, je trouve ça assez fabuleux, c'est de voir les plans. Et donc, il y a tout un travail pédagogique qui est fait pour expliquer aux habitants, aux usagers, quels peuvent être l'intérêt des lieux. Puis c'est une forme de passage de relais aussi. C'est un trait d'union entre les professionnels de la construction et de l'habitation et puis les gens qui peuvent être des usagers. Donc ça, je trouve ça très important aussi, la valorisation des fondateurs. Et qu'est-ce que c'est l'histoire du projet coopératif? Donc c'est important que ça se fasse au travers de l'explication de l'espace et de ses qualités, puis d'avoir un élément de lien entre les deux. Alors, si je continue ensuite le fil du logement coopératif, ça, c'est une coopérative beaucoup plus récente qui est aussi à Genève, qui est dans le quartier Cojonction. Et dans sa charte d'habitation, elle explique en fait, alors très intéressant la charte avec justement les différentes règles. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui, mais juste vous en lire un petit passage. En fait, il explique qu'habiter, c'est partager un lieu de vie, expérimenter de nouvelles formes sociales et faire fructifier le potentiel d'une communauté d'habitants, écriture inclusive, vous avez compris, et de son environnement. Donc l'idée, quand on lit ça, on comprend bien qu'ils sont venus chercher une expérience. Ils ne sont pas juste venus chercher se loger quelque part, mais une manière d'être ensemble différemment. Et dans ce projet, il y a un vrai équilibre entre partage et privacité. L'idée des coopératives, ce n'est pas d'effacer la notion de privacité, elle ne disparaît pas parce qu'il y a du partage, elle est juste un peu différente et il y a une épaisseur supplémentaire. Donc, on va essayer de voir un peu plus comment. Moi, ce qui m'intéresse, vous avez compris, donc je ne suis pas sociologue, donc je parle de la question de l'espace en premier. Comment ça se traduit spatialement et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Là, on est dans la cour, en fait, donc ça, c'est vraiment l'espace partagé par excellence, un peu le cœur du projet. Et ça, c'est un toboggan, en fait, qui permet d'aller du potager qui est sur les toits jusqu'à la cour. Alors, ce toboggan, il nous raconte quoi? Il nous raconte que les espaces de circulation, ce n'est pas juste déplacer, ça peut être se rencontrer, mais ça peut aussi avoir quelque chose d'assez ludique et d'avoir une expérience différente. Alors, sachant que c'est vraiment pas que des enfants qui le prennent, hein, c'est aussi des adultes. On était avec un groupe d'étudiants quand on l'a visité, on est tous passés par là parce que je parlais d'invitation tout à l'heure, quand on voit ça, on a envie d'y aller parce que c'est un peu différent du mode de déplacement classique. C'est un peu plus rapide aussi. Bon, il ne faut pas être encombré, mais c'est aussi intéressant de physiquement vivre quelque chose de différent de l'escalier. Voilà. Donc, ce qu'il y a souvent d'innovant, c'est que l'espace de circulation, il devient actif. Alors, il y a des coursives aussi. Les coursives sont des lieux d'interaction assez importants, mais ça, on les connaît un peu plus parce qu'on a vu dans le panneau. Je vais aussi parler de l'espace du soin du linge, parce que qu'est-ce qu'ils ont choisi de partager dans de nombreuses coopératives? Ils choisissent de partager l'entretien du linge. Pour des raisons simples, c'est que ça permet de ne pas avoir chacun sa machine qu'on n'utilise qu'une fois de temps en temps, mais parce que c'est aussi des lieux de sociabilité au final. Alors, qu'est-ce que ça induit dans l'espace? Ça fait des espaces qui sont beaucoup plus généreux, ça fait des espaces qui sont éclairés naturellement, ça fait des espaces qui sont beaucoup mieux équipés que ce qu'on aurait chez soi. Donc, on voit notamment toute la séquence des machines. Puis, à l'arrière, on a tout un espace avec un évier, avec des étendoirs, donc des étendoirs intérieurs. Et puis, on a aussi des étendoirs extérieurs quand il fait beau. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir dans l'enceinte du logement parce que ça prendrait trop de place. Et là, le fait de l'avoir mutualisé, et ben, sur le coup, ça devient un espace qui est assez généreux. Ce qui est intéressant et qui n'est pas que anecdotique non plus, c'est que pour moi, ça provoque d'autres formes de rencontres. Alors, bien sûr, il y a toujours le truc où chacun, on a perdu sa chaussette, mais là, ça va au-delà. Des fois, on a perdu un habit. Donc, il y a l'endroit qui est dédié aux habits trouvés.
Et puis, il y a aussi un endroit, mais qui est quand même assez important, vous le voyez, dédié aux échanges. C'est trop petit, j'en veux plus, je le mets plus. Et donc ça donne sur la cour principale, donc ce n'est pas un espace qui est caché, c'est justement on passe devant, puis on se dit, tiens, bah, j'ai besoin de ça, je vais prendre ça. Donc il y a aussi là une forme d'invitation par le regard, c'est situé dans des espaces qui sont quand même des espaces majeurs. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est en lien avec l'espace de circulation, et puis c'est du partage, mais autour de choses qui sont un peu des tâches ménagères, quoi, qui ne sont pas que des choses ludiques. Et donc, comment est-ce que la tâche ménagère, d'un seul coup, peut devenir autre chose? Parce que je vais mettre mon linge à sécher ou à laver, et puis, du coup, les enfants jouent dans la cour, et puis, il y a des interactions qui se font différemment de ce que se ferait à l'intérieur de la cellule privative si elle était totalement isolée. Donc, il y a des grosses interactions autour du sujet du linge. Ça, c'est un autre projet qui est à Zurich, qui est un projet avec des coursifs, et lui qui dépasse encore plus ces notions, parce que qu'est-ce qu'ils ont décidé de partager? Ils ont décidé de partager aussi des formes d'habitation différentes, qu'on appelle les clusters, donc ce sont des grands appartements communautaires, donc ça remet aussi en question la notion d'appartement classique pour faire des très, très grands appartements. Donc, ces très grands appartements, en fait, ce que vous voyez en bleu foncé, c'est tout ce qui est en bleu, c'est un appartement. Donc, il y a plusieurs familles qui vivent à l'intérieur. Donc, toute la partie bleu foncé, c'est une partie qui est partagée par tout le monde. Et puis, les parties en bleu, c'est les plus petites parties privatives. Donc, en fait, la famille, le couple ou la personne qui vit seule ont chacune un espace pour dormir, un espace de séjour assez petit, s'ils ont envie de se mettre en retrait du partage. Et les salles, alors si je prends typiquement, c'est comme une sorte de studio en fait. Donc un espace pour dormir, un séjour qui peut devenir une autre chambre, une cuisine, une petite cuisine séparée et une salle de bain. Puis ça se reproduit plusieurs fois. Alors l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a toujours cette notion de choix. Je peux partager de prendre mon repas dans la grande cuisine communautaire, ou je peux partager, si ce soir-là ou ce midi, je n'ai pas envie, je peux prendre mon repas séparément. Il y a toujours le choix. La notion du partage, elle n'est pas imposée. Et ça, c'est très intéressant, c'est que, en fait, ça se constitue une sorte de limite quelque part avec l'espace collectif. Et puis, il y a toujours l'entre-deux. Alors, la salle de bain, elle n'est jamais partagée, par contre. Ils ont fait le choix en fait, d'avoir des salles de bain totalement privatives. Et dans la pratique, en réalité, les repas, les habitants, quand on les a rencontrés, nous ont raconté qu'ils prennent quasiment tout le temps les repas ensemble. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Il y a toujours quelqu'un qui a préparé quelque chose qu'il a laissé dans le frigidaire. Puis les enfants ne mangent pas forcément aux mêmes heures que les adultes. La cuisine collective est très grande et très pratique. Et finalement, les cuisines privatives ont été transformées en dressing ou en rangement et ont quasiment pas été utilisées parce qu'il y a tellement plus de plaisir de partager les repas. Puis il y a moins de nourriture qui est gâchée aussi parce que finalement, quand il y a des restes, il y a toujours quelqu'un qui est intéressé de le prendre. Donc au final, entre la réalisation du projet et l'usage, sur les salles de bain, ça marche très très bien, mais après sur les cuisines, ils auraient pu se passer quasiment de cuisine privative. Donc ça dépasse encore là aussi un peu le degré de partage. Ça, c'est la très grande terrasse. Alors ça aussi, c'est distribué par coursives et ces coursives sont très très larges. Et donc, elles deviennent terrasses. Et ces coursives, en fait, ce n'est pas qu'un endroit circulatoire, c'est l'espace de partage, puisque là, c'est le logement que je vous montrais tout à l'heure, c'est le cluster. Et donc, on est à l'extérieur, juste devant. Donc, très souvent, c'est l'espace dans lequel les gens sont statiques et beaucoup plus que ce qu'ils sont mobiles. Les espaces intérieurs aussi. Donc, le salon, ce qui est intéressant, c'est qu'il est fragmenté en plusieurs zones un peu différentes. Donc, ça permet plusieurs usages à l'intérieur du salon. Donc, si je reviens juste un peu en arrière, vous voyez, là, il y a un coin salon, un coin plus repas, là, un coin un peu musique où les enfants jouent et tout ça. Et donc, le fait que cet espace il soit un petit peu nébuleux, c'est-à-dire qu'il soit constitué en plusieurs séquences et pas en un grand espace unitaire, ça fait que les habitants vont s'approprier avec des fonctions différentes. Donc, il peut y avoir plusieurs choses qui se passent en même temps. Mais pour autant, comme vous le voyez, il y a des relations visuelles assez fortes. Donc, on n'est jamais complètement coupé, on est toujours un petit peu en relation avec ce qui se passe sur le reste. Donc là, on voit très bien l'espace du repas et puis qui donne sur l'autre espace là-bas. Puis la délimitation, ça aussi c'est intéressant. Là, on voit très bien comment le tapis, c'est le marquage de l'espace de jeu des enfants. Voilà. C'est une autre forme de limite, c'est pas une limite très très raide, mais on sent que c'est là où on peut laisser les jouets en bazar. D'ailleurs, on voit très très bien qu'en dehors du tapis, il n'y a pas trop de bazar. Et voilà, ça c'est une sorte d'indication pour dire ça c'est le coin, voilà, le coin de jeu, et donc tout ça est connecté.
Et ce qu'occasionne aussi, c'est un petit détail, mais à l'entrée d'un appartement, en fait, comme il y a beaucoup de familles, eh bien, on voit que en fait, ce qu'on trouve traditionnellement sur des portes à l'entrée de la résidence collective, là, on le trouve à l'entrée d'une porte de cluster, c'est-à-dire que tout ça, ce sont toutes les petites entités à l'intérieur du cluster qui sont constituées donc par un nombre assez important de personnes. Et puis ça aussi, alors ça, on l'a pris en photo quand même, mais effectivement, quand on est autant habité dans un appartement, quand on est plusieurs familles, quand on arrive à 10 personnes, ben, il se passe ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de chaussures assez important. Alors là, par chance, l'entrée, qui est un espace assez dilaté, le permet, mais il n'avait pas été envisagé a priori par les architectes très clairement, cette question de la quantité de ces gestes, s'asseoir, qu'on met ses chaussures et puis les poser quelque part. Et ça, c'est des vrais sujets sur l'usage auxquels il faut vraiment être extrêmement attentif et qui sont intéressants sur ces enjeux-là, et je reviendrai un petit peu après. Donc, dans les échelles de partage de ce projet à Zurich, il y a aussi des espaces intérieurs, grandes salles communes, des espaces extérieurs partagés, mais ça, c'est assez classique, on va dire. Donc, ça, c'est un espace qui est très polyvalent, dans lesquels les habitants peuvent en faire des anniversaires, des regroupements, des concerts, des lectures, toutes sortes d'activités. Ça, c'est un peu un classique et les gens s'en emparent assez instinctivement. Enfin, ça fonctionne assez bien. Ce qui est un peu plus atypique et intéressant aussi, c'est dans les circulations intérieures, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Eh ben, elles sont utilisées comme mode d'expression, comme espace d'expression. Et donc, ça devient des espaces vivants. Puis, il y a des expositions de choses d'enfants, d'œuvres d'art, tout ça. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas un espace nu. Il y a aussi des interactions. Dans la palette aussi des manières de consommer différentes. Alors ça, c'est donc en Suisse, ils sont obligés d'avoir des espaces en sous-sol protégés, des abris, et donc ils les utilisent aussi pour avoir une sorte une épicerie où on peut aller chercher, pas des trucs courants, mais si on a oublié quelque chose. Donc il y a à disposition, puis il y a un petit carnet. Il y a un petit carnet qui est là, où en fait on indique ce qu'on a pris. Donc si on a pris quelques pâtes ou du riz ou des choses, voilà, et puis c'est ravitaillé assez régulièrement. Donc il y a une forme de manière de consommer différente et puis de service à proximité à l'intérieur du bâtiment. Là particulièrement, c'est une coopérative qui est un petit peu loin de la ville, donc il y a un peu moins de services à proximité. Et donc c'est intéressant de voir comment est-ce que cet espace technique de l'abri en sous-sol est utilisé là aussi pour autre chose. Puis je reviens à mon soin du linge. Donc ça, c'est une autre coopérative en Suisse. Et alors là, l'espace de la buanderie est encore un peu plus chic, vous voyez, avec des espaces en bois. Et voilà, c'est vraiment assez soigné. Mais il y a carrément une vue sur le paysage avec une tablette. Donc là, quand on trie son linge, on a presque une vue un peu noble. Ça devient un espace un peu noble. Et surtout, de l'autre côté de cette porte, il y a ça. C'est-à-dire, il y a la bibliothèque, puis il y a l'espace, la bibliothèque qui est dans le hall principal. Donc, ce n'est pas un espace caché, ce n'est pas un espace technique, ça devient un espace principal. Donc, ça, c'est le projet dans lequel c'est situé, qui est à Zurich. C'est un très, très, très gros projet avec un épanelage différent. Donc, vous voyez, il y a un jeu de niveau avec une promenade sur le toit et tout ça. Donc, c'est un projet qui est quand même assez dense. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est comment est-ce qu'ils ont proposé des nouvelles manières de se repérer. Donc là, c'est un vrai labyrinthe. Enfin, ça, c'est le couloir qui, en fait, monte dans les étages à des degrés variables. Il n'est pas constant, le couloir. Et donc ça, c'est l'interphone, en quelque sorte, mais c'est l'interphone qui sert de plan de repérage. Donc, si on le regarde d'un peu plus près, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est très compliqué, c'est un labyrinthe, chaque habitant a une couleur, est repéré et individuellement est reconnu à l'intérieur de cette grande collectivité. Donc, on peut quand même se différencier. Donc, il y a celui qui a le bleu, il y a celui qui a le vert, ainsi de suite. Donc, ça sert aussi d'élément de repérage et qu'on retrouve d'ailleurs très bien à l'intérieur du projet. C'est-à-dire qu'une cage d'escalier a sa couleur. Bon, les chiffres sont aussi dans cette couleur-là. Et puis ça, ce sont les indications sur les portes. Et suivant les différents endroits où on se trouve dans le projet, on peut très, très bien se repérer avec cette question de couleur. Là, c'est un autre projet à Zurich aussi.
dans lequel il y a des clusters. Donc, ce que vous voyez ici, là, ce sont des grands clusters d'habitation. Et puis, au milieu, il y a une sorte de coursive donc, qui bénéficie d'une lumière assez chouette. Et en fait, ces espaces de trait d'union qui est la coursive, là aussi, est une limite active. Alors, je vous montre juste un peu le plan pour vous repérer. Donc, ça, c'est la coursive avec l'escalier qui est là. Et puis, tout ça, ce sont des très grands clusters. Donc, tout ça, c'est le séjour, en fait, comme on voyait tout à l'heure. Et là, ce sont les cellules privatives. Donc, on les voit très, très bien avec de l'épaisseur. Toutes ces cellules privatives vont constituer des entités intimes. Là, c'est une échelle de partage intermédiaire du cluster. Et puis ensuite, là, on a tout le palier, le voisinage de palier. Donc, on voit aussi plusieurs gradations dans les échelles de partage. Et puis, ce qu'on voit là, c'est le soin du linge. Alors, eux, en fait, ils ont fait le choix de partager différemment. Ce n'est pas un partage à toute la résidence, mais c'est un partage par palier. Donc, ils ont une buanderie par palier. Par palier, il y a 2 clusters, donc ça fait quand même déjà presque potentiellement 20 personnes. Donc, ça commence à une certaine communauté. Et donc, là aussi, c'est sa petite terrasse. C'est ouvert sur l'extérieur. C'est un espace agréable. Et les coursives, vous voyez qu'elles sont investies comme des espaces où il y a différentes activités, des jeux d'enfants, de la musique. Et donc, c'est un espace supplémentaire du logement qui est assez apprécié. En fait, c'est une sorte d'extension du logement. Donc, ces échelles intermédiaires dans le partage, elles sont très intéressantes, très importantes surtout. Et ce que je voudrais préciser, parce que je vous ai parlé au début du rôle de chacun quand même, là, en l'occurrence, ce ne sont pas des projets dans lesquels les habitants ont proposé, ont demandé, ce n'est pas eux qui ont fait le programme, et ce sont les architectes qui ont proposé ces manières d'habiter. Les habitants s'en investissent, et on voit très bien qu'ils s'en investissent bien, puisque toutes les invitations qui ont été faites par l'architecture sont largement saisies, on voit que ce sont des espaces très vivants. Mais à l'inverse de l'habitat participatif, ce ne sont pas eux qui ont défini le programme. Ce qui me fait dire que je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire que ce soit l'habitant qui définisse ces éléments-là. Ça peut être une compétence de l'architecte, pour autant qu'il y ait une attention à l'usage, à la limite, à ces échelles de gradation. Et on peut même trouver que certains plans de coopératives suisses fonctionnent beaucoup mieux que certains plans d'habitat participatif. Et là, toujours sur ce même projet, on retrouve cette manière de communiquer. Donc, à l'entrée de chaque résidence, en fait, il y a le plan, il y a l'histoire du projet, il y a les qualités qui sont développées. Donc, quand on se balade dans le quartier, en fait, on peut, même sans rentrer, comprendre quels sont les modes d'habiter particuliers qui ont été proposés. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Alors, en conclusion, donc, ce qui est important, c'est cette question de la limite, elle doit se décliner à plusieurs échelles. Elle peut aussi trouver sa place à l'intérieur du logement, où là, il y a des choix alternatifs qui sont dans des échelles de communauté assez intéressantes, qui permettent une mutualisation. Mais surtout, ce qu'on a vu de façon importante, c'est la place de la compréhension de l'usage dans cette question de conception. Donc là, je vais vous parler rapidement d'un projet de l'agence. Je ne vais pas trop le détailler, mais je vais en venir plus à un travail qu'on a fait pour rencontrer les habitants et pour mener des interrogations sur la question de l'usage. Donc, je vous le situe rapidement pour que vous puissiez comprendre un peu. Donc, ces 3 entités, donc tout ça, c'est le projet. Ces 3 entités de volume. Là, il y a des maisons groupées, il y a du logement intermédiaire, donc c'est avec des entrées presque privatives. Et puis là, les 2 grosses entités sont 2 bâtiments à coût. Donc, dans ces 3 entités, l'échelle de partage communautaire, elle se fait dans la cour. Ça, c'est une des gradations qui est assez importante. Donc, il y a des coursives. Voilà, ces 2 bâtiments se réunissent autour de cours. Ce sont des cours assez étroites parce qu'à Montpellier, on cherche la fraîcheur, donc on cherche plutôt l'ombre. Et là, on se réunit plutôt autour d'une faille. Donc, c'est des manières d'habiter différentes et la fameuse échelle intermédiaire dont je parlais est là. Les logements sont tous des logements traversants qui profitent justement d'une ventilation sur la cour et sur l'extérieur par rapport à la question du confort d'été, qui est vraiment un sujet très, très important chez nous. Et dans les petits logements qui sont des 2 pièces, on a aussi des orientations sur des angles parce que c'est aussi important de pouvoir ventiler même dans les très petits logements pour ne pas souffrir de la chaleur. Donc ça, c'était juste pour vous situer un peu le projet. Et puis, on a un très grand
jardin, en fait, qui n'est pas qu'un espace circulatoire, mais qui est un espace dans lequel il va y avoir un verger, un potager. Donc, c'est à la fois un espace de dessert, mais c'est aussi un espace de plaisir. Et c'est une limite active, en fait. C'est-à-dire que l'histoire du verger, c'est que ce soit quelque chose dans lequel les gens peuvent aller chercher des fruits, enfin, qui est quelque chose à être pratiqué de particulier. Alors, on a pensé comme support d'usage plusieurs espaces, dont l'équivalent d'une recyclerie, parce que ce qui est important pour nous, c'est que dans cette question de partage, il y a la notion de donner une seconde vie à des choses, de travailler sur l'échange et tout ça. Donc, on a créé des espaces supports, donc il y en a plusieurs. Et notamment, on a à cet endroit-là du projet des salles communes dans lesquelles les gens peuvent exercer différentes activités. Donc, on a 2 salles communes, comme ça, sur 2 niveaux. Et puis, on en a une qui est au rez-de-chaussée, mais je crois que je l'ai passée, pardon. Et on en a une qui est au rez-de-chaussée, qui est tournée sur le quartier, c'est celle-là, qui sera plutôt la recyclerie. Donc là, c'est plutôt dans une interaction de quartier. Donc, il y a une échelle de proximité du projet des habitants vers le quartier. Et puis, il y a une échelle de proximité des habitants de la résidence avec ces 2 salles partagées. Alors, quand on a commencé à faire ces 2 salles partagées, on s'est dit, comment est-ce qu'on va gérer cette question-là? Comment est-ce qu'on va l'aménager? Et puis là, forcément, on a été vers les habitants, donc les interroger. Et puis maintenant, c'est le passage de relais. Comment est-ce qu'on construit une histoire ensemble? Voilà ce qu'on a fait du projet. Puis maintenant, quel est l'usage et comment ça va fonctionner ensemble. Donc, pour arriver à préciser ça, ah oui, puis bon, une dernière petite chose aussi, 2 autres petites choses. Une des particularités du projet, c'est la modularité. Donc, il y a notamment des logements là. On n'a pas fait des clusters, mais on a par exemple des petits logements qui sont plutôt destinés à des seniors. Et l'idée, c'est que ces seniors, ils ont 2 pièces, donc ils ont une cuisine totalement fermée, mais s'ils veulent faire des très grands appartements, en fait, ces cloisons-là sont des cloisons qui peuvent s'enlever. Et donc, dans le temps, on peut avoir 2 seniors qui partagent un séjour, ou on peut avoir des familles là avec plusieurs enfants qui décident aussi de mutualiser un séjour. Donc, c'est une proposition de partage, ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité de polyvalence dans le temps. Voilà, il n'est pas obligé d'habiter que chacun de son côté. Une autre particularité du projet, c'est la question du réemploi. Donc, on a un artiste qui va venir, qui s'appelle Stéphane Chanclan, qui travaille à partir de gravats, soit de démolition qui ont été réalisés à proximité, soit à partir des déchets générés par le chantier. Et il prend ces déchets-là, il en fait soit du mobilier urbain, soit des traitements de sol. Et donc, ça donne une deuxième vie aussi à ces déchets. Et ça, on a trouvé ça intéressant, la question du réemploi, qu'elle soit traitée à plusieurs échelles. C'est la consommation des habitants avec la recyclerie, mais donc il y a un espace support pour ça, et aussi ce que nous, on génère dans le chantier et qui peut potentiellement avoir une seconde vie. C'est-à-dire que nous, on donne un peu l'exemple, mais voilà, enfin, on donne une forme d'exemple, et puis après, ça pourra se matérialiser pour la vie du projet. Donc, en fait, juste pour vous montrer comment est-ce qu'il fait, il génère une sorte de poudre à partir des déchets, puis du coup, ça lui permet de recréer une autre matière. Donc, il y a toute une installation aussi de ce processus qui est valorisé dans le quartier. Donc, les habitants peuvent venir voir qu'est-ce qui va se passer. Puis, c'est vraiment une histoire qu'on peut raconter ensemble parce que les usagers peuvent y participer après, ensuite à la réalisation de l'œuvre. Donc, c'est une manière de les rendre un petit peu actifs avant que le projet existe vraiment, parce que dans le projet neuf, c'est toujours ça qui est un peu compliqué. Alors, comment est-ce qu'on a organisé les ateliers? On avait, donc il y a un petit groupe d'habitantes plutôt pour l'instant, parce qu'il n'y a pas trop d'hommes, seniors, qui sont déjà identifiés. Et en fait, ils ont une démarche un peu particulière et assez active sur la question du vieillissement. Donc ça, donc il s'appelle Écohabitons. Et ça, c'est une des phrases qui est un peu forte, qui les décrit. Nous, vieilles et vieux, avons à cœur de préserver notre autonomie et de respecter et de rester acteurs de notre vie. Nous voulons que le vieillissement ne soit plus associé à une mise à l'écart de la société ou à une quelconque discrimination. Et ils sont vraiment en demande d'échanger, d'aller dans un lieu où ils vont pouvoir avoir une interaction intergénérationnelle et donc ils vont vraiment être moteurs dans l'usage de ces espaces. Donc, on a mené plusieurs ateliers. On en a mené 3 pour l'instant. Le premier, alors peut-être juste un mot avant, c'est que dans ces ateliers, on a essayé de ne pas leur demander comment va être l'espace, ce n'est pas à eux de le définir, mais plutôt quels sont vos besoins, comment vous vivez, et puis nous, on va faire quelque chose avec derrière. Le premier atelier, c'est un inventaire d'usage.
Donc, basiquement, on leur a demandé de répertorier tous les scénarios de vie qu'ils projetaient dans l'espace. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Une fois que ces choses-là sont sorties, on a essayé de les trier. Parce que notre objectif, c'est de commencer à comprendre quelle est la récurrence de ces usages pour voir qu'est-ce que ça mobilise comme espace. Parce que typiquement, dans les logements participatifs, par exemple, on dira on veut une salle collective ou on veut des chambres d'invités. Oui, mais pour quel usage, combien? Et si c'est juste pour une fois par mois, finalement, est-ce que c'est important de faire un espace si grand? Bon, voilà. Et ensuite, donc, on a trié ces activités par fréquence. Est-ce que c'est un usage qui est quotidien? Est-ce que c'est un usage qui est hebdomadaire? Est-ce que c'est un usage qui est mensuel? Est-ce que c'est un usage qui est très occasionnel? Là, déjà, on a pu voir apparaître que, en fait, tous les usages quotidiens, qui est la première colonne, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez importantes et qui nous laissent penser que les espaces communs proposés vont être investis quand même sur une partie de la journée, de la semaine, qui peuvent être assez importants. Et justement, le deuxième classement, c'est sur ces questions des temporalités, semaines, week-ends. Voilà, on a essayé de concrétiser au plus près les besoins d'usage pour arriver à voir si ça pouvait avoir un impact sur le choix de ces espaces communs. Le deuxième atelier, on est passé à la question du mobilier. Donc, OK, on a fait un inventaire de pas mal d'usages. Ensuite, quels sont les mobiliers dont on a besoin pour chacun de ces usages? Est-ce que ce sont des mobiliers fixes? Est-ce que ce sont des mobiliers mobiles? Est-ce que ce sont des mobiliers qui demandent beaucoup d'espace, qu'on peut facilement manipuler? Et donc, on a fait des propositions de scénarios et donc le groupe a dû définir, bah, tiens, telle activité, on la fait plutôt assise, celle-là plutôt debout, certains plutôt assise basse, canapé confortable. Et là, on commence à avoir des débats. Alors, c'est assez marrant parce que dans les ateliers, elles ont beaucoup débattu. Et ça a amené le groupe lui-même à faire un certain nombre de choix, à opérer des arbitrages déjà, entre elles-mêmes, de dire « Ah ben non, mais ça, on y avait pensé, mais finalement, on ne le fera peut-être pas, on le fera peut-être pas dans ce lieu-là, on le fera peut-être plutôt vers le quartier. » Ah oui, parce que, pardon, ce que je ne vous ai pas dit, oui, là, j'ai un peu mal expliqué, en fait, non. Ce tri-là, c'est les échelles de partage. Le palier, le quartier et la résidence. Et en fait, en l'occurrence, il y a quand même beaucoup d'activités qui sont plutôt, c'est le milieu, sur l'échelle de la résidence. Donc, ce qui est plutôt bon signe, c'est que c'est vraiment des activités de partage à une échelle un peu large. Certaines sont tournées vers le quartier et puis la première qui est plutôt que leur groupe à eux, la Éco-Habitons, reste minoritaire. Donc, sur cette question du mobilier, en fait, on a plutôt travaillé sur différentes postures, des postures assises, des postures debout, des postures assez confortables. Et donc, on a replacé notre inventaire, pareil, en fonction de ces différentes situations. Ce qui nous a amené à faire un autre tri, en fait, on les a classés comme ça, plutôt en assemblée, plutôt des scénarios type atelier avec plusieurs tables, plutôt la représentation du séjour, plutôt en mode auditorium, et puis des choses sans mobilier comme les cours de yoga ou si on a envie de danser ou de faire de la musique, tout ça, voilà. Donc, il y a aussi des activités qui ont été identifiées sans mobilier. Donc, une fois qu'on a fait ce deuxième classement, on ne savait toujours pas ce qu'on allait faire avec les salles. On avait 2 salles, comment est-ce qu'on trie, comment est-ce qu'on répartit les choses. Et donc, on a fait des hypothèses. On a fait une hypothèse où on laisserait une salle pour Éco-Habitons, parce que c'est un groupe qui est quand même un peu plus calme, c'est un groupe de seniors. Puis, on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne fait pas beaucoup d'activités qui auraient été dans cette salle. Et puis, si on faisait la deuxième salle à l'échelle de la résidence, du coup, ça mobilisait une partie des activités beaucoup plus importantes. Donc, il y avait une sorte de déséquilibre entre l'usage des 2 salles. On s'est dit, ça ne fonctionne pas très bien. Après, on a fait une autre hypothèse. Peut-être qu'on fait une salle calme et une salle bruyante. C'est-à-dire qu'on dissocie les activités en fonction de la nature sonore, on va dire, voilà. Ce qui paraît aussi assez logique. Hein. Très classiquement, dans le logement, on faisait des distinctions jour-nuit, non pas parce que c'était le moment de la journée, mais parce que ça voulait dire calme, se reposer, et puis plutôt zone un peu active. Là, quand on a commencé à faire ça, on s'est aussi aperçu qu'en fait, des activités très calmes,
C'est en haut, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y avait quand même beaucoup plus d'activités qui étaient bruyantes. Alors, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas encore tout à fait ça. Et puis, la troisième hypothèse qu'on a fait, c'était de répartir les salles en fonction du mobilier avec plutôt une salle assise basse et au sol, plutôt des postures un peu confortables, et une autre salle avec plutôt des assises hautes, les ateliers, enfin des choses un peu plus, et le mode auditorium. Et là, quand on commence à faire ça, on voit qu'entre la première salle et la deuxième salle, finalement, on commence à avoir un équilibre des espaces qui paraît un peu plus juste. Mais en fait, en faisant ça, on ne savait nous-mêmes pas où on allait. Donc, on accompagne les habitants aussi à préparer leur projet d'investissement du lieu. Et donc, le troisième atelier, c'est mise en situation. Donc, on a été dans un espace qui a été prêté par le bailleur social, puisque c'est un bailleur social qui a l'initiative du projet. Et en fait, on a marqué au sol l'emprise l'empreinte des salles qu'on aurait dans le projet pour que les habitants puissent se rendre compte en situation qu'est-ce qu'on y fait vraiment. Donc voilà, on a mesuré, on a positionné les mobiliers et puis on a expérimenté les différentes situations lors de ce troisième atelier. Donc, on avait invité des élus, puis on s'est mis en mode auditorium, exactement dans la configuration de la salle. Donc, on a présenté le projet et on a vu que c'était assez confortable, qu'on n'était pas serré, que c'était plutôt pas mal. On a fait un deuxième test, on s'est mis en mode à assembler parce qu'elles ont pensé qu'elles voudraient faire des lectures à voix haute ou des fois lire des poèmes ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un mode où il n'y a pas de hiérarchie en fait dans le positionnement de chacun. Donc on l'a expérimenté aussi en cercle et on s'est aperçu que ça allait très bien. Et puis enfin, on a expérimenté, on a fait la mise en place de... Donc, on avait fait avec des tissus, on avait représenté l'empreinte de très grandes tables qui seraient dépliées pour faire une sorte de banquet. Et puis, on s'est aperçu que ça rentrait plutôt pas mal. Et puis, enfin, on a expérimenté le dernier dispositif. Donc là, c'est pareil, on avait avec des tissus retypé l'emprise de grands canapés, petits canapés, moyens canapés. Vous imaginez bien qu'on ne s'est pas amusé à déplacer des choses très, très lourdes. Mais vous voyez que là, c'est l'empreinte de la salle. Et puis, on avait meublé quelque chose qui correspondrait à... Voilà. Bon, pour se rendre compte que finalement, la largeur des pièces proposées était plutôt pas mal et que la longueur aussi nous permettait même de faire 2 activités côte à côte. Donc, en fait, pour nous, côté architecte, c'est un vrai élément de vérification. Parce que même si on a quand même en tête les dimensionnements, de les expérimenter spatialement et de voir comment est-ce qu'on peut circuler autour, c'est vraiment instructif. Et puis, pour le groupe d'habitants, ça a été l'occasion pour elles aussi de commencer à se projeter différemment, c'est très important, avant que le projet émerge. Donc, elles commencent déjà à raconter un peu entre elles l'histoire de ce projet-là. Et puis, on a quand même arrivé à faire pas mal d'arbitrage sur ces questions d'usage. Et on commence à être à peu près d'accord sur la destination des 2 espaces au regard de cette expérience-là qu'on n'avait pas réalisée avant. Là, on invente un peu les outils au fur et à mesure. Mais qui est aussi très enrichissant pour nous. Donc, si j'essaie de faire une conclusion un peu de toutes ces différentes facettes qui sont à la fois scientifiques, pratiques, moi, je mélange beaucoup ces aspects-là. En fait, moi, je pense que partir de l'usage, c'est vraiment important pour amener les habitants à penser eux-mêmes le rôle de cette fameuse limite, enfin, le penser avec eux. Cette limite, elle est assez complexe et elle est assez riche, et surtout qu'il y ait des échelles de voisinage assez importantes, qu'il y ait une gradation. Donc, le rôle des acteurs dans le processus, on voit bien que suivant comme il est positionné, il est significatif. L'habitant doit être là à un moment donné, il ne doit pas prendre toute la place et toutes les initiatives, il doit vraiment être épaulé par les autres professionnels. Et à l'inverse, je pense que les professionnels doivent aussi laisser une place, une invitation à l'habitant assez tôt dans le processus, pas pour lui laisser tout décider, mais pour justement vérifier des choses et les ajuster ensemble. Enfin, ce dialogue-là, il est très important, notamment dans les projets neufs, c'est-à-dire où on part de rien. Et donc, c'est un peu dommage que les gens arrivent dans le projet et qu'ils écrivent l'histoire qu'une fois qu'ils franchissent la porte avec la clé, mais ça commence déjà à se penser avant. Merci.